Bien, bah, je voudrais remercier Bourgogne Nature et puis surtout Patrice Notteghem qui m'a proposé de venir parler des poissons. Une société naturaliste, c'est plutôt rare. Enfin, vraiment, le poisson est un peu le mal aimé des naturalistes. Ce n'était pas le cas au 19e siècle, où notamment en Bourgogne, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui s'y sont intéressés. Il y en a quelques données intéressantes pour retracer un peu l'histoire des poissons de la région. Alors, je vais vous parler, moi, plus spécialement de la construction de la biodiversité bourguignonne, et puis ensuite, Roger Bessis vous parlera plus précisément des problèmes d'aménagement de cours d'eau sur la Saône et ce que ça implique, puis je conclurai un petit peu sur les tendances. Voilà. Bien, si on regarde la Bourgogne comme ça, vue d'avion, c'est pas l'idée, en fait, satellite, bon, bah, en gros, bon, on voit c'est homogène, etc. C'est plutôt vert, et puis on devine le massif, le noyau du Morvan au centre, mais enfin, bon, ça a l'air, si on pense aux animaux terrestres, bon, bah, c'est relativement homogène, il n'y a pas trop de soucis. Et en réalité, pour les poissons, la Bourgogne, c'est déjà d'abord ça, c'est-à-dire qu'il y a un relief assez accentué au centre et différents bassins. Et historiquement parlant, il y a d'abord cette structure, c'est-à-dire l'épaulement du bord du fossé Bressan, et ça, c'est une structure qui date de l'Oligocène. C'est une structure pérenne au niveau des écoulements qui fait qu'on a deux versants qui ne se causent pas, pratiquement, en termes d'hydrographie. Et puis, derrière, on a une autre structure moins solide, moins pérenne, plus récente, qui sépare le bassin de la Loire et de la Seine, ce qui, historiquement parlant, indique que un poisson de la Saône ne pouvait pas passer dans la Loire ou dans la Seine et vice-versa. Donc, pour les animaux strictement aquatiques, c'était barrière étanche. Et donc, il y avait trois Bourgognes, celle de la Seine pour le poisson, celle de la Saône et celle de la Loire. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'Europe a beaucoup changé durant tout le tertiaire. Et je vous passe, avant c'était encore plus émietté que ça, mais voilà, quand les choses commencent à se décanter, à quoi ressemble le réseau hydrographique sur l'Europe de l'Ouest, avec notamment cette situation-là, où on a la Loire qui constitue l'amont du bassin de la Seine, où ça passait directement par la vallée du Loing. Ici, on a grand fossé Bressan prolongé par la Ria Pliocène, la mer remontée jusqu'à Lyon, qui constitue le prolongement de l'effondrement oligocène. Et ici, on a un système de réseau fluvial extrêmement différent de l'actuel. Et si on regarde en détail la situation, au début du Pliocène, donc on se retrouve avec le bassin du Danube qui prenait sa source au Saint-Gothard dans le glacier du Rhône. Carrément, hein, pourquoi pas se gêner. Il faut imaginer aussi qu'à l'époque, toute cette région était beaucoup plus basse. Hein. Et puis, avec le prolongement, le développement du plissement alpin, dans une phase suivante, il y a une partie de la tête de bassin du Danube qui va s'isoler au profit du bassin du Doubs. Et plus tard, cette partie du haut bassin du Danube qui est devenu le haut bassin du Doubs va être aspirée par le fossé alsacien à ce niveau-là. Et dans la dernière période, c'est le Rhône qui va abandonner le plateau suisse pour descendre sur la région lyonnaise. Et derrière, on a aussi des remaniements sur les autres cours d'eau. Il y a le Rhin alpin qui décide ici d'abandonner le Danube pour filer aussi sur le sillon, sur le fossé alsacien. Et puis on a des remaniements secondaires entre la Meuse et la Moselle, etc. Donc on voit qu'on a un réseau qui a beaucoup changé. Et c'est ces changements qui ouvraient à chaque fois des portes
pour les poissons pour passer d'un bassin à l'autre. Ça, c'était au Pliocène, mais il y a donc eu pas mal d'échanges à cette époque Pliocène, mais au Pléistocène, c'est-à-dire au Quaternaire, on a eu un gros événement climatique qui correspond aux glaciations, qui ont très fortement impacté toute l'Europe moyenne, et qui s'est notamment traduit par l'élimination de la plupart des espèces d'eau tempérée, à part celles qu'on puisse réfugier dans les péninsules, et surtout autour de la mer Noire, puisque c'était le principal bassin qui subsistait pour les espèces tempérées en Europe. Par contre, au nord, on avait un immense réseau fluvial qui prenait sa source dans les Tatras en Pologne, et puis qui drainait tout le bord de la calotte glaciaire côté ouest, jusque pour se jeter dans l'océan Atlantique, très loin en mer d'Iroise ici. Et donc tout ce réseau constituait une autoroute pour les poissons qui pouvaient en profiter. Sauf qu'à cette époque, ça caillait vraiment beaucoup, donc forcément, ce n'est pas des poissons d'eau chaude qui sont passés à ce moment-là, et c'est les salmonidés et autres poissons d'eau froide. Et donc, de ce côté-là, donc, on avait la calotte qui se déversait côté Caspienne et mer Noire. Et la phase de retrait des glaciers, à l'issue de la dernière glaciation, celle précédente, c'est la plus violente que répertoriée celle du risque, là c'était la glaciation du Würm. Et au moment où les glaciers sont retirés, le temps que toutes les calottes glaciaires fondent, la mer n'est pas revenue tout de suite. Donc on a eu un intervalle entre le niveau moyen actuel et le niveau des mers à l'époque glaciaire, ce qui fait que ça maintenait pas mal de connexions fluviales, et notamment, par exemple, ce réseau de Rhin qui récupérait la Tamise et qui pouvait rejoindre encore peut-être la Seine, la Somme. Donc il y avait un réseau occidental, mais si vous connaissez un peu les plaines d'Allemagne ici, juste après la glaciation, ça devait être un immense marécage, et bon, c'est des stades de retrait, mais les connexions qui ont encore pu être possibles. Et simplement, pendant cette petite fenêtre de niveau marin bas, mais de température assez élevée, il y a eu une petite période où des poissons d'eau plus tempérée ont pu revenir par là éventuellement. Donc, en gros, on a une route de recolonisation par là, alors que les dessins que vous avez montrés tout à l'heure au niveau du plateau suisse, c'est une route interne périalpine qui fonctionnait plutôt avant les glaciations. Alors, si on intègre un peu tout ça en termes de biogéographie, on arrive c'est un schéma, c'est schématique, disons, c'est interprété. Enfin, en gros, à l'époque, je dirais, du dernier interglaciaire, si vous voulez, entre le Rhys et le Würm, on avait en gros une faune qui est plutôt de type rhéno-danubienne, puis on avait ici une faune qui est plutôt antérieure, Pléistocène, sur l'ouest de la France, avec un endémisme plus marqué sur la Doue. Et de même, de l'autre côté, on avait une faune à composante méditerranéenne méridionale et une capacité de remonter le long du bassin de l'axe rhodanien jusqu'en Bourgogne. Et puis, il est arrivé derrière la glaciation du Würm et la recolonisation holocène post-Würm, qui, toujours par la Manche, a pu repénétrer en Seine. Ça a pu passer aussi entre la Meuse et l'Aisne par la vallée de Bar. Ici, il y a une zone de diffluence imprécise, et ça a fonctionné récemment encore. Et une possibilité qu'une faune plus récente vienne encore se mélanger avec la faune antérieure ici. Et de ce côté, on a les poissons du Rhin, mais aussi les poissons du Danube, qui ont pu pénétrer de nouveau sur la façade méditerranéenne française. Alors, si on essaie de voir un peu à quelles espèces peuvent être rapportées à quelle période,
Il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces en Bourgogne que l'on peut rapporter à la situation d'avant les glaciations. Et on a le cas de l'apron qui, maintenant on ne trouve plus en Bourgogne, si ce n'est peut-être sur la Bosse-Loup, vraiment sur les marges orientales de la Bourgogne, donc dans le bassin Loup-Doubs. Et cet apron, il est arrivé au moment donc, des connexions pliocènes avant les glaciations. Là. Donc, quand le Rhône est passé dans le Doubs, et c'est à ce moment-là que l'apron a pénétré dans le bassin du Rhône, et comme c'est une espèce qui est plutôt d'eau fraîche, elle a pu survivre aux glaciations, je pense, en se réfugiant tout à fait en Camargue, en fait dans le Bas-Rhône provençal à l'époque, et puis qui a recolonisé ensuite. L'autre espèce qui visiblement date d'avant les glaciations, c'est le Toxostome. Alors c'est une espèce décrite par un Dijonais, Jacques-Nicolas Vallot. Je voulais remettre la date, mais je crois que c'est 1837 ou à peu près par là. Donc c'est une espèce qui a été décrite à cette époque. Et c'est ce qu'on appelle le petit otu, et qui est présent dans tout le bassin du Rhône jusque dans l'Aude, et il est également présent en Garonne, mais je soupçonne qu'en Garonne il soit de pénétration récente du fait de l'homme. Donc c'est pratiquement les deux espèces qui rappellent le passé, sinon tout le reste c'est plus récent. On a en particulier un cortège d'espèces qui ont profité des glaciations pour se propager pendant qu'il faisait froid. C'est notamment les salmonidés, mais aussi les chabots, la lotte, etc. C'est des espèces qui aiment l'eau froide. Alors je vous ai mis l'ombre commun ici, parce que c'est l'espèce dont je suis le plus particulièrement spécialiste. Et en fait, c'est une espèce qui n'existe pas en Bourgogne actuellement. Je n'ai d'ailleurs jamais trouvé de traces écrites comme quoi il a pu exister avant, à part sur la Bosse-Loup et à la confluence avec le Doubs. Et c'est un peu particulier parce que l'ombre commun est présent, donc évidemment dans tout le massif jurassien, les cours d'eau sous-vosgiens, la région Rhône-Alpes, etc. Il est présent en Auvergne assez largement, mais il est absent de toute la Bourgogne, et surtout il est absent du bassin de la Seine. Or, d'après ce que j'ai pu essayer de retracer des lésions hydrographiques, il n'y a pas de connexion qui pourrait expliquer clairement qu'il ait pu passer du Rhône à la Loire. Donc il est forcément passé par le bassin de la Seine, et il s'est éteint après dans le bassin de la Seine. Alors est-ce que c'est de la faute de l'homme il y a assez longtemps, ou est-ce qu'il s'est éteint tout seul parce qu'il s'il y a eu une période assez chaude, il n'est pas trouvé de refuge frais dans le Morvan, c'est peut-être possible. Enfin voilà. Mais donc forcément, il est passé par le bassin de la Seine, d'autant que les données génétiques montrent que les ombres de la Loire n'ont pas de rapport génétique avec ceux du Rhône. Autre espèce donc qui a pu passer, qui a pu résister, qui a pu profiter des dernières glaciations pour s'étendre, c'est le chabot. Et en fait, avec les progrès de la génétique, on s'aperçoit que c'est plus un chabot, mais des chabots, du fait que ces espèces qui ont pénétré depuis suffisamment longtemps dans les régions pour s'être différenciées significativement. C'est pour ça qu'en Bourgogne, en fait, il y a le chabot de l'Est, le chabot oriental sur le bassin de la Saône, c'est ce qu'on appelle le chabot commun maintenant. Et puis sur le versant occidental, c'est le chabot fluviatile, qui a l'air moins exigeant au niveau thermique notamment. Et on s'aperçoit également qu'au niveau des vandoises, on a deux formes qu'on peut monter, qu'on peut élever au niveau des espèces. Donc on a la vandoise du Rhône et du Rhin, etc., la vandoise orientale, qui a notamment le museau pas trop pointu. Et puis la vandoise versant atlantique, la vandoise rostrée, qui a le nez très pointu, etc. Puis avec en plus un marqueur génétique assez facile à utiliser, c'est que cette vandoise-là est généralement très souvent, pratiquement tout le temps parasitée par un copépode qu'on voit très bien sur les nageoires, alors que celle-là l'est très rarement. Donc on a un marqueur naturel pour la reconnaître si on avait des doutes.
Voilà. Alors après, est-ce qu'il nous reste quelque chose du dernier interglaciaire, puisque la glaciation de Wurm a été un peu moins violente? C'est difficile à dire, mais enfin d'après, vu les répartitions géographiques dans le bassin du Rhône, il est possible que le blason fasse partie des espèces qui seraient pénétrées, non pas à l'Holocène, mais avant. Après, pour ce qui est des poissons de l'Holocène, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver parce que là, l'homme existe franchement dans la nature. Et on se trouve qu'à la fin de l'Holocène, il y a plein de lacs glaciaires. Et si on regarde au niveau de la civilisation néolithique, le poisson qui était pratiquement pas consommé autrefois par les civilisations antérieures, au néolithique, ça devient vraiment une nourriture de base. Et il y a plein de cités lacustres le long de la chaîne des lacs suisses, etc. Et l'Homo sapiens de l'époque n'étant pas plus bête qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas trimballé au moins les espèces les moins fragiles d'un lac à un autre, de place en place, et les avoir propagées ainsi. Donc il faudra, peut-être qu'avec la génétique et puis les données archéologiques, on pourra faire le tri, mais enfin c'est très difficile. Pour vous montrer un peu ce qui peut se passer à l'Holocène, vous voyez, on revient dans la région du Haut-Rhin suisse. Donc l'ancien cours d'eau de l'Ar et même du Rhône autrefois passait là, et on a un cours d'eau qui a été détourné très récemment par le Rhin qui s'appelle la Voutard, et qui rejoignait par une vallée morte qu'on voit très bien sur les cartes, etc., qui rejoignait encore récemment le Danube ici. Et on a toujours un système actif de perte du Danube dans la rivière L'Ar, ici c'est en amont du bassin du lac de Constance, qui, avec un débit très important et un temps de transit relativement court, peut permettre aux poissons pas trop, à certaines espèces pas trop fragiles, notamment s'il s'agit de juvéniles ou d'alevins, qui a pu permettre qu'il y ait des poissons qui colonisent le lac de Constance encore à l'époque actuelle. Donc c'est encore fonctionnel. Autre phénomène qui a aidé à la recolonisation à l'Holocène, c'est le retrait glaciaire du glacier du Rhône sur le plateau suisse. Au cours du retrait, il y a un lac proglaciaire qui se formait ici, et puis au fur et à mesure que le glacier reculait, le lac reculait, les poissons reculaient aussi, et hop, après ils sont descendus là-dedans. Après, plus question de remonter, mais c'était gagné pour les espèces qui étaient au surfront du glacier, forcément c'est des espèces d'eau froide. Après, donc, toujours difficile de savoir ce qui se passe à l'Holocène. Il y a quand même des espèces pour lesquelles on a un peu d'informations, notamment la carpe. On sait qu'elle a, par les restes archéologiques et puis les écrits, on sait qu'elle arrive à peu près entre le 11e et le 13e siècle en Europe de l'Ouest pour la pisciculture. Et donc, après, ça se complique encore parce qu'on va rajouter des canaux par-dessus et le commerce du poisson, évidemment, s'accélère. Et on revient encore sur le seuil vaudois pour vous montrer ici qu'il y a eu le dernier passage de la Venoge en direction du lac de Neuchâtel à la fin de l'époque glaciaire. Et puis, entre 1640 et 1800, ils ont fait un canal ici pour le trafic des bateaux, donc entre le bassin de Neuchâtel et le bassin du Léman. Alors ça jamais, les bateaux s'arrêtaient ici parce qu'après la pente était trop forte et donc ils n'ont jamais pu aménager plus, mais pour le poisson, lui, il s'en foutait, donc les poissons de Neuchâtel ont pu passer dans le Léman, mais on ne sait pas ceux qui sont passés à la nage, ceux qui sont passés à pied, en charrette, voilà. Donc, si on voit la liste des canaux, déjà, il y a un truc très ancien, là. Charlemagne qui avait fait un petit canal entre le Main, le Neckar, je crois plutôt, et puis le Danube. Ça n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a pas fonctionné longtemps, mais enfin, le poisson, il n'a pas besoin de 6 mois pour passer s'il a une opportunité. Après, bon, le principal canal suivant, c'est le canal de Briare, autour de 1640, qui remet en connexion la Loire et la Seine, et puis après on a celui dont je vous parlais ici, et puis on a le canal du centre, etc. Donc très rapidement les poissons pouvaient faire le tour du Morvan s'ils avaient envie. Et donc je prends l'exemple ici du Hotu.
Alors le Hotu, c'est un poisson qui est natif du bassin du Rhin, Meuse-Moselle, et qui est arrivé en Saône et un peu partout ailleurs, en France, à la fin du 19e. Et ce poisson, on l'a souvent dit, est arrivé à cause des canaux, mais si on regarde la chronologie des événements, on s'aperçoit qu'il a sans doute plutôt été propagé par erreur par les ponts et chaussées sous le terme de lavaret ou d'ombre commun. Et c'est apparemment sous ce terme notamment qu'il a été introduit également dans le bassin de la Loire. Mais il se trouve, si on regarde les différents auteurs, qu'il semble que dans le bassin de la Loire, le toxostome avait pénétré avant, probablement par le canal du Centre, et que le Hotu est venu par-dessus, écraser le toxostome. Il a aussi écrasé le toxostome en bassin de la Saône. Il est assez rare maintenant que dans quelques petits affluents. Et donc on a un mélange d'introduction et de propagation par les cours d'eau, donc c'est assez compliqué. Alors là, c'était les aspects qualitatifs, et donc je laisse la parole à Roger Bessis pour vous évoquer un peu le cas de figure de la Saône proprement dit. Merci. Bon, donc je continue l'exposé sur les poissons en retournant la lunette. Jusque-là, vous avez eu une vision large et remontant loin dans le temps. Je vais vous utiliser ma loupe pour vous dire ce qui se passe dans des espaces restreints et dans un temps beaucoup plus court. Donc, le sujet, c'est le remue-ménage dans la nature, remue-ménage qui s'organise autour de trois grands axes. Le premier, les modifications d'hydrologie, d'écoulement des rivières. Le deuxième, qualité des eaux, pollution. Et le troisième, disparition d'espèces et apparition d'espèces de poissons. Une image d'un pêcheur du temps du Miocène, si vous voulez. Et pour nous rapprocher et rentrer dans le sujet du siècle, un premier document qui est paru dans le bulletin de la Société des sciences naturelles de l'époque, 1935, et qui est dû à Paul Paris, professeur de l'Université de Bourgogne, qui a initié et beaucoup travaillé à la station aquicole Grimaldi de Saint-Jean-de-Laune. Donc on a une référence de ce qui se passait en 1935. Deuxième référence, là aussi issue du bulletin scientifique de Bourgogne, 1970, il y a tout un volume du bulletin qui fait 293 pages, qui est dû à André Clerc, qui était un chercheur de l'INRA, et qui a parlé, le titre de son bouquin, c'est « Les pollutions de la Saône ». Donc c'est pas tout à fait nouveau. Hein. Alors, cette carte est tirée de ce... Ah non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ah, décidément. Voilà. Alors, on a Saint-Jean-de-Laune ici, Sœurs par ici, et ceci c'est un tracé de la Saône sur lequel nous allons revenir, sur lequel nous allons donner des détails de ce qui s'est passé actuellement. La navigation suivait tous ces méandres. Alors il y a eu un premier méandre coupé, il était déjà coupé à ce moment-là. Il y a eu un deuxième méandre coupé ici, et toute cette boucle-là, qu'on appelle la boucle de Cîteaux, est maintenant court-circuitée par un barrage, par un canal qui part d'ici et qui vient rejoindre
la Saône ici. Cette boucle a été court-circuitée à peu près dans la même période, et vous voyez ici une rivière Louche qui vient se jeter vers Saint-Jean-de-Laune, et la Vouge qui vient se jeter vers Saint-Jean-de-Laune, et une autre rivière, l'Ausson, qui vient se jeter dans la boucle de Chaugy qui est ici. Ces deux rivières ont été déviées vers l'aval du barrage qui va se trouver ici. Donc je vais vous montrer ça. Les deux rivières ont été déviées et n'alimentent plus cette région-là, ne sont plus sujettes à débordement, sauf dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Ah, là c'est peut-être un petit peu juste, si on pouvait éteindre, je ne sais pas si c'est... Oui, merci. Voilà donc la boucle des barres. La boucle de Cîteaux, donc, que je vous montrais, est un petit peu en aval, elle fera l'objet d'une deuxième diapositive. La boucle donc des barres était une zone humide, très souvent inondée, avec des vestiges de vieille Saône qui étaient ici et qui servaient de frayères. Vous verrez l'indication des frayères sur la carte suivante, et vous voyez ici la Vouge qui vient déboucher dans la boucle des barres. La Vouge arrivait précédemment ici. Voici. Et l'Ausson, qui débouchait précédemment à peu près aussi dans cette boucle de Chaugy, a été dévié, donc là il est canalisé, et il vient passer sous le canal qui se trouve ici pour rejoindre la Saône. Le barrage se trouve donc à ce niveau-là. Voici le barrage dont nous allons parler. Le barrage ayant maintenant le niveau au-dessus et amenant le niveau au-dessous au niveau de l'aval de Sœurs, il y a eu une grosse baisse du niveau de l'eau ici. Donc cette zone précédemment humide s'est asséchée. C'était des prairies humides avec de très nombreuses pauses d'oiseaux d'eau d'hiver pendant toute l'année finalement. Et maintenant c'est des maïs. Quand il y a occasionnellement une crue, elle passe là-dessus, elle ne dure jamais bien sûr, mais elle passe là-dessus, elle emmène tous les chaumes de maïs sur cette région-là. Alors maïs, ça veut dire engrais, pesticides et assèchement du sol. Donc je reviens sur l'effet du barrage. Nous allons regarder la suite de la boucle. Donc ici se trouve la boucle que nous venons de voir. Le barrage est là, voici la boucle. Le barrage est ici, voici le nouveau canal. Donc toute cette région-là a eu son niveau d'eau abaissé. Évidemment, pour la navigation, on a transformé 18 km de navigation sinueuse à parcourir en 9 km de navigation toute droite. Et c'est là qu'il faut se rendre compte que l'objectif des aménagements est fait pour que, d'abord, la navigation se passe le plus facilement et le plus rapidement possible. Ensuite, pour que les populations qui vivent à côté, aussi bien agriculteurs que personnes qui habitent, soient inondées le moins de temps possible. Tout ça, ça n'est pas directement compatible
avec la multiplication des poissons, avec la vie des poissons. Vous voyez ici, entouré en rouge, les frayères, mais vous constatez que c'est avant l'état initial du projet. Aujourd'hui, toutes ces frayères ont disparu, et il y avait de très nombreuses frayères à Brochet. Vous savez que le Brochet est en situation difficile au niveau de la Saône. Alors, le fait qu'il y ait un barrage et un abaissement du niveau a amené, d'une part, les connexions latérales avec ces frayères à être bloquées, et d'autre part, à augmenter la vitesse du courant dans ce délaissé de la Saône, dans cette boucle de Cîteaux, puisqu'il y a moins de niveau d'eau et que le débit reste à peu près le même. Du fait que le niveau était moins élevé, la végétation du bord s'est déplacée et elle est venue encombrer les bords de la Saône, ce qui ramène encore plus le courant vers le centre. Sur la faune, on constate que les poissons qui aiment le courant, qui apprécient, qui se développent dans le courant, les barbeaux, se sont beaucoup multipliés en aval du barrage et même un petit peu plus loin. Normalement, la zone à barbeaux ne se trouve pas dans cette région de méandres tout à fait typique de la zone à Brême. Mais là, du fait que le courant a été augmenté, il y a de plus en plus, il y a eu beaucoup de barbeaux qui se sont développés. Le barrage, je ne vous l'ai pas dit, date de 1980. Voilà donc les effets secondaires sur un tout petit élément du cours de la Saône, de cet aménagement de la Saône pour que la navigation et les populations voisines en tirent parti, en souffrent le moins possible et utilisent la Saône le mieux possible. Voilà donc comment intervient un aménagement. Il y en a tout le long, bien sûr, concernant les barrages. On va voir maintenant les autres facteurs, et je vais vous dire quelques mots de ces autres facteurs. Ici, on a parlé modification du régime, barrage, et encore, on a limité notre propos à un barrage. Mais il y a d'autres modifications qui sont intervenues. Les pollutions agricoles, les engrais, les pesticides, on a touché un mot à propos de la zone humide qu'on appelait le Bourret, qui était dans la boucle des Bars. Les pollutions industrielles par les métaux lourds, le mercure, les PCB. Et je vous rappelle que l'Ouche, qui se jette à cet endroit-là, un petit peu en amont, est la seule rivière de Côte d'Or qui contient des PCB au-delà de la norme admissible. Donc, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, et c'est en aval de Dijon qu'ils apparaissent dans l'Ouche. En quatrième point, les pollutions pharmaceutiques. On pourrait dire que c'est l'avenir. Là, c'est une ligne étroite, parce qu'on ne sait encore pas de quoi on parle. Analyser des produits qui agissent à dose oligodynamique, à très faible concentration, est quelque chose de très difficile. Et en plus, c'est des cocktails de produits dont les effets se cumulent et qu'on ne sait pas encore analyser. Alors, pour le moment, l'analyse chimique est presque impossible pour cette diversité de molécules d'origine pharmaceutique. Diversité parce qu'elles sont produites par l'industrie de façon diverse et parce que dans le milieu naturel, elles se modifient. Elles ont des réactions chimiques qui, sans leur faire perdre leur activité, les rendent difficiles à analyser. Donc pour le moment, on ne sait pas exactement. Une idée serait de dire on va utiliser des tests biologiques. Donc mesurer l'effet
au lieu de mesurer la cause. Mesurer l'effet, c'est peut-être l'avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, hein, dire on vérifie que telle eau n'a pas d'effet secondaire, n'a pas d'effet sur tel ou tel caractère, reproduction ou autre, alors qu'on constate qu'il y a des poissons dont la sexualité est modifiée. On ne sait pas exactement de quelle façon. Parfois ils deviennent femelles, ils sont féminisés, c'est le cas le plus fréquent, mais il y a aussi des exemples où ils deviennent mâles, où tout le banc de poissons est mâle, alors on ne sait pas pourquoi. Mais on comprend ce genre de modification à partir de ça. Puis, comme facteur, le réchauffement climatique, de nombreux poissons étaient en limite de vie dans nos rivières. Mon collègue tout à l'heure vient de vous parler de la carpe. La carpe ne frayait pas tous les ans, elle avait besoin de 20 degrés au minimum pour frayer. Et maintenant, non seulement elle fraye tous les ans, mais il y a d'autres poissons qui étaient en embuscade, entre guillemets, qui étaient déjà présents, qui étaient notés. Je pense au silure, qui a besoin de températures relativement élevées pour pouvoir frayer. Et là, il y a eu un gros développement de silure. Je vais vous montrer une image à propos de silure. Enfin, tout n'est pas négatif. Encore que si l'objectif c'est la stabilité, tout devient négatif. La productivité primaire, la productivité végétale des cours d'eau est fortement augmentée par l'augmentation du gaz carbonique, qui est un facteur limitant de la photosynthèse, la température, qui est un facteur limitant de la photosynthèse, et les engrais, nitrates, qui sont très faciles à lessiver, qui sont très difficiles à analyser, parce que là encore, ils ont des teneurs qui varient énormément selon le moment de l'année. Ils sont très lessivables en fonction des apports d'engrais. Il va y avoir des nitrates ou pas selon que l'on fait l'analyse à un mois ou à un autre. Hein. Donc c'est quelque chose de très variable, il faut faire des cinétiques pour y arriver, et ça devient finalement compliqué. Le dernier facteur, c'était les poissons. Je vous ai fait 2 colonnes, espèces disparues ou en difficulté, espèces nouvelles ou introduites. L'apron, donc espèce endémique, dont on vient de vous parler, est un poisson qui était très abondant dans l'Ouche précédemment. Il n'y en a plus. C'était pourtant un poisson d'origine de notre bassin. Et la lotte aussi, qui est un poisson de fond, est a pratiquement disparu. Il en reste peut-être quelques exemplaires, mais pour toute une série de raisons, parce qu'elle est au fond, parce qu'elle est très facile à polluer, parce qu'elle est très appréciée par le silure. Enfin, il y a toute une série de facteurs qui interviennent pour expliquer la disparition de la lotte. Et puis, 3 poissons ici, mais j'insisterai particulièrement sur 2 parce qu'ils sont plus proches dans le temps pour nous, c'est l'anguille et la lauze, qui sont arrêtés par les barrages. On n'en a encore pas parlé, mais des barrages, ça joue comme des barrages. Et les poissons qui sont amphihalins, c'est-à-dire qui vont pondre en mer ou qui remontent pour pondre dans la rivière, dans la Saône, ne peuvent plus passer. Et sur le bassin du Rhône, la situation est très grave et mal connue. Il y a d'autres bassins, la Loire, la Seine et surtout la Loire, dans laquelle il y a du saumon. Et je crois que ça aide beaucoup, parce que c'est un beau poisson, à la prise en compte de la continuité de la rivière. Ici, nous n'avons que l'anguille à proposer, et c'est pourtant un poisson qui était emblématique de la région et de la Pochouse, que vous savez, très présente à Verdun-sur-le-Doubs, par exemple. Bon, ben, ces poissons-là ne remontent plus, ils remontent à une centaine de kilomètres au-dessus de la Méditerranée, et puis ça s'arrête là. Et on n'a aucune station de vidéosurveillance sur le Rhône, alors qu'elles existent sur les autres bassins.
Donc là, il y aurait des choses à faire et à suivre. Bon, en dernier, le brochet qui souffre de la disparition des frayères, la vitesse d'écoulement des crues, barrage ou pas, qui est l'objectif de l'aménagement du territoire, empêche la fraye du brochet. Il faut qu'il y ait des zones inondées pendant au minimum 40 jours en février pour que le brochet puisse frayer. Ces régions-là ont pratiquement disparu. Et à côté de ça, vous voyez des espèces qui sont rentrées. Alors on pourrait peut-être faire deux groupes. Vous voyez ici un premier groupe qui se termine en 1880. Donc ça c'est la facilitation des moyens de transport, aussi bien humains que par les canaux, qui ont permis à toute une série de poissons d'arriver ou de se maintenir. Et puis, à partir de 85, ici en 90, le pseudo-rasbora, c'est un petit cyprinidé, mais qui consomme beaucoup la fraie des autres poissons. Le silure vers 2000, ça c'est avec le changement climatique que ces poissons-là sont arrivés et apparemment sont arrivés à s'implanter et à se multiplier. L'idée, c'est que, à retirer, c'est que sans avoir d'objectif, quand j'ai fait ce tableau, vous constatez que la perte en espèces est moins élevée que le gain en espèces. Alors la notion de biodiversité est peut-être à essayer de moduler pour tenir compte de ce genre de choses. Voilà, on arrive à un cas particulier, le silure dont je viens de vous dire qu'il s'était développé en Saône à partir de 2000. Vous voyez ici des pêches de silure par différentes méthodes. Elles ont été faites soit par une association de pêcheurs aux engins et filets qui remet toutes ces fiches de capture, soit par l'ONEMA. Et c'est des pêches électriques, donc ONEMA, qui donnent à peu près les mêmes résultats de biomasse par rapport à l'ensemble des poissons. Et vous voyez qu'on est très souvent autour de 50% de biomasse de silure par rapport à l'ensemble des poissons de la Saône. À côté, vous voyez la somme des autres carnassiers, cendres brochées, qui est généralement très nettement au-dessous de 10%. Certaines années, dans certains cas, on arrive à des quantités très faibles, hein, de quelques pourcents pour la somme des autres carnassiers. Enfin, les poissons blancs sont figurés ici, mais vous voyez le poids du silure dans cette image, dans ce tableau, et puis vous allez voir, si on pouvait éteindre là encore, pour avoir une idée de ce qui se passe au fond de la Saône. Voilà, vous voyez un regroupement, une manifestation de silure. Voilà, j'en ai terminé. Avant de passer la parole pour la conclusion à Henri Cassa, ah oui, merci. Peut-être dire que je suis là en représentant du monde associatif. Je ne suis pas spécialiste. Et la Société des sciences naturelles de Dijon, de Bourgogne, a beaucoup utilisé ces activités d'amateurs. Et je me place dans ce cadre-là, et je crois qu'il faut souligner que l'État et la recherche abandonnent bien souvent des secteurs et que les amateurs sont là pour prendre le relais et essayer d'apporter des éléments d'information qui permettent d'essayer de faire avancer. Merci. Merci.
Je vais essayer de conclure un peu en vitesse là, en faisant un petit point sur la qualité de l'eau où il se pose quand même pas mal de problèmes. Dès 1984, Semegref avait constaté que le phytoplancton du Doubs disparaissait dès qu'il rentrait en saune. Le phénomène est chronique, ça perdure. Quand j'ai voulu m'intéresser moi à la Saône pour toute autre raison, je me suis aperçu qu'il y avait un déficit chronique en petits poissons, et enfin, et puis globalement il y avait peu de poissons. Les pêcheurs professionnels trouvaient aussi qu'il n'y avait plus de friture et puis que l'eau était inhabituellement claire. Et ils notaient aussi du côté là à la Val de Tournus, autrefois il y avait très grandes sirpèdes dans lesquelles ils pouvaient se cacher sans problème, et ben maintenant ça a tout disparu, donc il y avait d'assez gros problèmes. Et là, donc, j'ai récupéré une carte, je ne me souvenais plus qui était l'auteur, je me suis aperçu que c'était vous, donc franchement et tout. Bon, ça s'arrête en 94, mais ça mériterait de savoir où on en est maintenant. Et si vous voulez, on voit depuis l'amont vers l'aval la répartition de l'occupation des sols entre les forêts, les prairies, les cultures et les zones boisées. Et ce qu'on observe, c'est la disparition des prairies au profit des cultures, vous savez laquelle. Donc les choses ont beaucoup changé. Et en essayant, moi je suis lyonnais, donc on essaie de voir au niveau de la région lyonnaise ce qui se passait, et j'avais pas une station de référence à Tournus pour comparer l'impact de l'agglomération lyonnaise. Ma station de faire référence, a priori, c'était la plus pourrie. Donc, pour moi, les problèmes viennent de l'amont, donc ils viennent de la Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Et bon, j'avais essayé de faire un suivi hebdomadaire de l'évolution de la Maso, parce que ce qui est très compliqué en cours d'eau, c'est que l'eau qui est là, c'est l'eau de maintenant. Dans une heure, c'est plus la même. Hein, ça n'a rien à voir avec la limnologie. En lac, l'eau, elle est là, quoi. On n'a pas de souci. Là, vous tournez le dos, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben oui, vous avez tourné le dos, vous ne saurez pas. Donc, voilà, et donc ça suppose de suivre les choses de très près. Et c'est pour ça que moi, parce qu'il faut arriver à trouver quand il se passe quelque chose et où ça se passe. Parce que c'est là qu'il faut mettre les efforts. Parce qu'on peut rester au bord de l'eau pendant X temps et il ne se passe rien. Donc c'est assez compliqué. Après, il y a des possibilités aussi d'élaborer des modèles fonctionnels comme sur le bassin de la Seine. Enfin, et à la sortie, on a ce problème-là de micropolluants. Parce que, en fait, on a deux facteurs contradictoires, c'est-à-dire on a un enrichissement de l'eau de la Saône avec les nutriments, que ce soit l'agriculture ou les rejets domestiques des stations, mais il est contré par des produits qui empêchent l'eutrophisation. Alors on peut dire chic, heureusement qu'il y a des choses qui empêchent l'eutrophisation, sinon on aurait peut-être plus de problèmes de bloom algal et de perte d'oxygène, et d'un autre côté, c'est pas ça du tout, quoi. Voilà, alors pour faire un peu le point, quoi, en Bourgogne, comme partout ailleurs, je dirais en Europe de l'Ouest, après la glaciation, la faune était petit à petit se reformait, et puis nous, avec l'arrivée de l'homme, on a tout accéléré ça, mais enfin, globalement, la biodiversité, elle augmente, mais on va vers l'uniformisation de toutes les faunes européennes. Et on est encore loin d'avoir fini. Hein. Disons, il peut encore rentrer pas mal d'espèces avant qu'on arrive à l'asymptote. Hein. Et derrière, le problème, c'est qu'avec ces perturbations du milieu et ces arrivées d'espèces, nos peuplements, ils sont très instables. Et quand il arrive une nouvelle espèce, il faut un temps pour que tout se réarrange. Hein, c'est un peu les dominos, etc. Et c'est des générations pour que chaque espèce réadapte un peu sa biologie pour tenir compte de l'arrivée du nouveau venu. Et puis, chaque fois qu'on ajoute des espèces comme le silure, etc., il faut que tout se recompose. Donc, c'est de l'évolution qui doit se faire. Et derrière, on a un problème majeur qui est le réchauffement climatique qui vient prendre ça par le travers, et donc en gros, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne contrôle rien.
Et tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est maintenir la fonctionnalité des écosystèmes, c'est-à-dire leur productivité. Ce qu'il y aura dedans, eh ben, il y aura ce que chacun va foutre, on ne sait pas trop, parce que n'importe qui peut mettre un poisson comme ça, parce que ça l'amuse, hein, que ce soit un tilapia ou n'importe quoi, les écrevisses, etc. Donc, il faut essayer que ça fonctionne quand même pour que ça produise, et puis, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de travailler sur la qualité de l'eau, travailler sur la qualité de l'habitat. Voilà.